Bonjour. Pour continuer après la petite introduction historique au haïku, j'aimerais bien présenter maintenant l'ouvrage que je viens de finir. Alors, je vais recommencer quand même par une petite définition du haïku. C'est vraiment un petit poème extrêmement bref qui vise à exprimer la fugacité des choses. Le mieux, c'est de vous donner le commentaire de Xiaolong, qui est un amateur chinois contemporain de haïku et qui en parle ainsi. C'est une sorte de concentré de sensations, d'émotions, de simplicité, d'évidence et d'humour parfois qui laisse dans un premier temps souvent perplexe. Il nécessite le détachement de l'auteur qui va droit au but, s'exprime sans détour, pour saisir la fugacité à la fois belle et éphémère, émouvante d'un moment précis qui s'efface déjà. Il doit évoquer plus que décrire sans rentrer dans les détails. Pour l'apprécier, on préfère l'écouter, lu à haute voix, et d'une seule respiration. C'est en quelque sorte un poème origami que l'on regarde, que l'on déplie lentement pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, humble mais profond. Alors cet art du haïku, qui est vraiment spécifiquement lié à la sensibilité japonaise, à son culte de l'esthétisme et en même temps à sa saisie nostalgique de l'aspect impermanent et perpétuellement changeant de la vie, c'est un art qui ne vient pas forcément du Japon, comme on va le voir. Juste pour donner encore quelques règles de base du haïku, c'est qu'il s'exprime en trois versets courts ou phrases, chacun de 5, 7 ou 5 sons, ou morts. Mort, c'est M-O-R-E-S. On traduit en général par syllabe, mais c'est pas tout à fait ça. Ce sont des unités sonores sémantiques, celles qu'on entend quand on lit le haïku. Ça vient d'ailleurs de mora, en latin, arrêt ou pause dans le discours. C'est pas tout à fait une syllabe parce qu'une syllabe peut avoir une ou plusieurs morts ou unités sonores distinctes. Ainsi, le mot Tokyo en japonais va se dire to, o, kyo, o, quatre morts. De la même manière, à l'inverse, en français, avec les muets, on pourrait dire que elle ne fait pas trois syllabes elle est, mais deux si on le prononce comme on le souhaite pour que ça ne compte que deux vers elle est. Elle est. Voilà, deuxième règle, le plus souvent dans les haïkus traditionnels, adopter des mots de saison pour faire référence à la nature. C'est pas arbitraire, c'est simplement parce que un haïku c'est toujours l'ici et maintenant, et pour les Japonais, l'ici et maintenant c'est déjà toujours lié à la nature et à la saisonnalité dans laquelle on va l'exprimer, le cerisier pour le printemps, les hannetons pour l'été, les roseaux pour l'automne par exemple, d'où plein de dictionnaires de mots de saison qui sont équivalents à nos dictionnaires de rimes, mais qui commencent à être déconnectés avec la crise climatique qui pose des problèmes aux mots de saison. Et troisième chose, c'est d'introduire une césure, un tiret, une interjection au, quel, etc. en fin de première ou de deuxième ligne ou un mot pivot qui permet de créer un suspense un petit peu, de couper une phrase qui n'est pas d'un seul tenant et qui permet ainsi de mettre en rapport deux éléments qui ne sont pas forcément liés, d'où va venir la surprise et la petite illumination du haïku. L'une du soir, il s'est mis torse nu, l'escargot, dira Isa. Voilà, j'en dis pas plus puisque j'ai déjà expliqué l'historique du haïku dans une petite conférence précédente, mais je vais en venir maintenant à ce que je propose moi-même dans mon dernier ouvrage. Donc le dernier ouvrage, Le rêve d'un grain de sable et autres voyages initiatiques, va utiliser ponctuellement des haïkus pour la majorité des 4 récits qui s'y trouvent. C'est vraiment une manière de mieux souligner un instant, un paysage, d'apporter une pause, justement, une respiration poétique dans la trame linéaire du récit. Alors en fait, il faut savoir qu'à chaque fois que je voyage, dans mon existence, j'apporte toujours des romans ou des poésies sur le pays de ma destination. Et j'ai toujours l'idée, le projet un peu flou, d'écrire sur ce voyage et ce pays dans lequel je vais. Parce qu'en fait, j'aime autant le voyage et la découverte que l'incertitude de la forme que prendra peut-être mon récit à l'affût des résonances du pays sur mes humeurs, sur ma quête existentielle et spirituelle. Alors parfois il peut en résulter des notes, parfois des nouvelles, d'autres fois des haïkus illustrés ou non de dessins.
Et les 5 nouvelles que j'ai réunies dans ce recueil relatent les voyages de mes 5 dernières années. Ça a été une période plutôt trouble et difficile qui m'a vu passer d'une période où j'ai côtoyé les ténèbres à la lumière du plein midi, d'une vie retrouvée. Et bien entendu, un tel constat ne peut être dressé qu'après coup, puisque sur le moment, chaque voyage et récit se suffit à lui-même, déploie sa propre temporalité en traçant son chemin. Malgré tout, je pense que le lecteur découvrira que toutes ces nouvelles baignent en même temps dans une même atmosphère spirituelle, une même quête de sens et de compréhension, du sens de ce qu'on peut vivre en voyage au moment du donner juste ce qui est là. Alors je vais commencer par le premier récit. Il s'appelle Dans les pas de Nietzsche à Sils Maria. Il raconte mon voyage en Engadine, à Sils Maria, le village suisse où aimait se réfugier Nietzsche et où il a eu à la fois l'idée de son Zarathustra et de l'éternel retour. Lorsque j'y allais, la brume régnait et je notais ce petit haïku qui est mis donc dans la nouvelle. Au début de cette nouvelle, brume et pluie d'été. La montagne aime se cacher pour être désirée. Pourquoi ce haïku? Parce qu'en miroir, j'indique toujours dans le texte comment Nietzsche avait du mal à supporter ce climat avec ces brumes perpétuelles qui font penser parfois au dérèglement climatique actuel. Et il écrit en miroir, plutôt j'écris en miroir des notes que prend Nietzsche quand il est à Sils Maria. Je ne peux plus supporter longtemps ces éternels changements, cet amoncellement de nuages. Quelle énergie de patience je gaspille inutilement dans ma lutte avec les éléments déréglés. Alors dans la suite du récit, Nietzsche va se promener, faire de longues promenades solitaires au bord du lac, et ça va l'amener notamment au pied d'un rocher auquel je m'adosserai. C'est au pied de ce rocher que Nietzsche va vraiment sentir la présence physique de son Zarathustra et va exprimer pour la première fois la vision terrible et énigmatique de l'éternel retour, qui deviendra une pierre fondamentale de sa pensée. Alors, éternel retour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on vit à chaque instant est susceptible et même déterminé à revenir un nombre infini de fois dans le futur. Cela implique quoi? Cela implique qu'il faut être capable de vivre avec cette idée que tout ce que je fais va pouvoir revenir et que donc si j'aime la vie, il faut l'aimer au point d'accepter de revivre tous ces moments, même les plus difficiles, avec un grand oui dionysiaque à l'existence sous toutes ses formes. C'est une volonté d'acceptation radicale de la vie, positive, telle qu'elle est, y compris avec ses souffrances, ses douleurs. Lorsque Nietzsche a cette idée de l'éternel retour, cette vision de l'éternel retour, il va l'exprimer dans son carnet de notes personnelles sous une forme qui évoque pour moi la fulguration de ce qu'on peut ressentir quand on écrit un haïku, juste une petite révélation sur le moment. Alors je vous lis cette confidence de Nietzsche qu'on a retrouvée dans ses notes et qui est bien entendu dans l'ouvrage. Ici, j'étais assis à attendre. Attendre, mais ne rien attendre. Par-delà le bien et le mal, à savourer tantôt la lumière, tantôt l'ombre, n'étant moi-même que je, que lac, que midi, que temps sans but. Lorsque soudain, ami, deux se fit un, et Zarathustra passa près de moi. Alors, en miroir, puisque cette nouvelle et toutes les nouvelles de l'ouvrage sont des miroirs entre ce qui se passe et puis ma propre sensibilité quand je reçois ou que je traverse le paysage. Donc en miroir, je ne peux m'empêcher de noter en résonance ce petit haïku qui me vient à l'esprit en voyant deux papillons danser au-dessus du rocher sur lequel je me suis adossé moi-même. En haut du rocher, deux papillons batifolent. Morts, reviendront-ils? Avec la loi de l'éternel retour, bien entendu. Je vous laisse découvrir la suite de cette nouvelle où vous l'avez compris, il s'agit à la fois de mieux comprendre la pensée de Nietzsche, mais surtout pas de manière intellectuelle ou dogmatique ou philosophique,
par le biais des promenades solitaires dans les pas desquelles je me remets pour essayer de retrouver l'inspiration, ce qui a pu inspirer Nietzsche dans ses différents thèmes, volonté de puissance, amour de la vie, éternel retour, etc. Bref, il s'agit de tisser un jeu de correspondance entre ces promenades et mes propres ressentis lorsque je marcherai longuement dans ces pas. Pour le deuxième récit, il s'appelle Le rêve d'un grain de sable. C'est celui qui donne le nom à mon recueil. C'est le récit le plus long et d'ailleurs pour une fois, lui, il est sans haïku ou poème bref. Il a été rédigé pendant le confinement, nourri par un voyage en Islande que j'avais pu faire. Donc pendant le confinement, c'est simple, c'est toujours amusant de voir d'où viennent des ouvrages. Je regardais de ma fenêtre à Trouville la plage déserte et j'avais sous les yeux une petite boutique sur les bains de mer qui sont juste en face. Et sur cette petite boutique, l'enseigne disait au grain de sable. Sur l'un des autres murs de l'établissement de mer, la célèbre artiste de graffiti Mystique, décédée depuis, avait dessiné au pochoir une jeune femme en bikini qui tenait un cœur devant sa poitrine, où était inscrit « Prenez vos rêves à bras le corps ». Il n'en a pas fallu plus pour me donner envie, comme dans un haïku, de relier ces deux images entre elles, en imaginant la rencontre improbable entre un grain de sable au pied de la boutique et une jeune femme mystérieuse qui aurait bravé le confinement en venant se promener sur la plage déserte. Alors, au fil des confidences échangées entre le grain de sable et la jeune femme, cette dernière lui demandera par exemple, pour vous mettre en appétit, quel est son rêve, quel peut bien être le rêve d'un grain de sable. Donc là, je cite une partie de la nouvelle. « Dis-moi, grain de sable, si tu rêves, à quoi ressemblent tes rêves ?» Elle ne fut pas étonnée lorsqu'elle entendit ce dernier lui répondre. Après tout, si elle pouvait communiquer avec le crépuscule, le soleil mourant autant que la mer indifférente, et les nuages sanglants issus de leur séparation, ça c'est juste un clin d'œil à la scène précédente de Crépuscule à Trouville. Si elle pouvait donc communiquer avec la nature ainsi, pourquoi ne pourrait-elle pas renouer ce contact perdu que les enfants savent si bien entamer avec des grains de sable? Hélas, lui répondit le grain de sable, je crois bien que je n'ai pas de rêve. À quoi pourrait bien rêver, selon toi, un grain de sable, à l'existence si minuscule que personne ne le voit, ni même ne lui a jamais adressé la moindre parole, le moindre regard. Détrompe-toi, grain de sable, lui répond la jeune femme. J'étais justement en train de me rappeler qu'enfant j'aimais jouer avec le sable, et je cherchais parfois à retenir l'un de ces minuscules grains insaisissables qui semblent toujours prêts à s'échapper. Comme si vous, les grains de sable, aimiez nous filer entre les doigts par peur d'être emprisonnés. Peut-être les enfants aiment-ils jouer avec nous, mais cela ne dure qu'un temps, lui répond à nouveau le grain de sable. Dès qu'ils deviennent adultes, ils ressentent de la gêne à notre contact qu'ils trouvent trop rêche. Ils ont honte de nous, nous traitent comme des poussières qu'ils chassent avec dégoût de leurs vêtements ou de leur peau si on a le malheur de s'y accrocher. Quel sens peut alors avoir la vie pour un grain de sable? Quel rêve puis-je avoir si je me sens d'emblée un paria? Voilà un petit échange qui noue le début d'histoire entre le grain de sable et la jeune femme. Bien sûr, la jeune femme va insister, reposer sa question. À quoi donc peut rêver un grain de sable? Bon, je ne vais pas tout vous dévoiler de l'histoire qui va se tramer entre eux, mais je peux quand même vous dire que même si les grains de sable ont tous des rêves différents, comme chacun d'entre nous, le rêve de notre grain de sable sur la plage déserte de Trouville, c'était de voir enfin les icebergs du Grand Nord. Pourquoi? Mais il faut se représenter la vie d'un grain de sable sur la plage, transi de froid, mouillé par la mer, collé aux autres grains en une pâte gluante à la marée montante. Il rêvait secrètement de la pureté des glaciers et des icebergs, qui se déplacent majestueusement au-dessus des flots, sans être mouillés par l'eau salée, par le sel. Notre jeune femme, elle, rêvait de son côté d'Islande et de sa nature sauvage et mystérieuse. Les voilà donc partis tous deux pour un voyage initiatique vers le Grand Nord. Leur périple les amènera à la découverte de la vie foisonnante, pleine de vie et d'esprits multiples qui habitent les terres d'Islande. Elle les amènera ensuite jusqu'au Groenland où ils découvriront le secret des grands ours blancs,
le mystère du temps blanc qui règne sur la banquise, la beauté et la fragilité des icebergs qu'ils étaient allés chercher. Je ne vous en dirai pas plus sur leur retour en Islande ni sur la manière dont finit l'histoire. Juste qu'il s'agit en quelque sorte d'une quête d'absolu, de compréhension du sens que chacun peut donner à sa vie, un peu à la manière du dialogue du Petit Prince et de sa rose. Alors, le troisième récit dont je vais vous dire quelques mots également s'appelle l'atoll Pacifique du Cœur. Il se déroule en Polynésie, au sein de l'immensité sans limite de l'océan Pacifique, qui semble tellement grand quand on est perdu sur lui sans rien voir d'autre, que cet océan semble tout avaler, en renvoyant en même temps chacun à une solitude métaphysique radicale. C'est ce que j'essaye d'exprimer dans ce petit haïku qui se trouve dans ce troisième voyage. La mer infinie respire et se dilate, avale le ciel. Dans un tel monde hostile, les navigateurs s'égarent souvent. Et il y a un très joli récit qui est le récit de Tavae, le pêcheur tahitien, qui va se perdre avec sa pirogue et qui errera 118 jours en mer pour finalement arriver à trouver enfin une terre qui l'accueillera, une île polynésienne. Et nous suivrons du coup une partie de son périple, rêvant de trouver refuge dans un atoll, en se demandant qu'est-ce que c'est que le secret mystérieux caché par les atolls. Et ce secret, bien entendu, ce sera, enfin peut-être pas bien entendu, ce sera au lecteur de le découvrir comme Tavae le découvre, en découvrant soudain que, au moment où il est le plus seul, mais il est accompagné par toute une myriade de petits poissons dans le sillage de son bateau, et que s'il empêche quelques-uns, il peut survivre. Et qu'en même temps, cela lui montre l'interconnexion, l'interdépendance, la solidarité de toutes les formes de vie, même lorsqu'on est perdu. Et c'est là qu'il retrouve le sens du sacré de notre cher Tavae et de l'amour. Donc c'est en résonance avec cette histoire de Tavae que j'écrirai ce petit haïku qu'on trouve également dans l'ouvrage. Les atolls du cœur se protègent des tempêtes pour mieux nous aimer. Et un peu plus loin, j'écrirai ce petit commentaire qui donne un peu le sens de ce troisième voyage. J'ai l'impression que chacun abrite ou peut retrouver en soi un lagon où se ressourcer dans son intégrité. Cet espace intérieur, on peut le sentir respirer au plus profond de soi. Il nous redonne alors notre place dans le monde et on comprend qu'il n'est autre que celui du cosmos infini qui nous recouvre de son manteau de nuit. Alors, j'en dirai pas grand-chose du quatrième et dernier récit parce que le temps passe. Et puis qu'en même temps, je peux juste dire que cette fameuse fusion, impression d'un cosmos infini qui nous recouvre et avec lequel on ne fait qu'un, c'est peut-être le message qu'on retrouvera dans ce quatrième et dernier voyage en Inde, à l'occasion, paradoxalement, étonnamment, d'un massage ayurvédique que je vous laisse découvrir. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, puisque tout passe par le corps. Voilà, j'espère que cela vous donnera envie de lire et de partager ces voyages. Je vous remercie de votre attention.